Voilà, Bon, donc on peut commencer si tu veux. ben, ça a déjà commencé, ça enregistre depuis tout à l'heure. Eh merde, ça sera sur internet. Bah, Non, j'espère, parce que c'est peut-être le moment le plus sympa de l'interview. Hein. Tout le reste, ça va plonger. Hein. Bon les gars, merci d'avoir accepté cette petite entrevue, ça va être cool. C'est pas une mince affaire, je te cache pas. Putain, on a Ouais, galéré. c'est vrai. J'ai l'impression que je me suis dit ils vont arriver à pied ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était un peu ça le plan. En attaque ou quoi? Attaquons. Ouais. Vous êtes en tournée là ou pas? Bah, ça dépend ce que tu considères par tournée, parce que c'est vrai qu'on a plein de dates, mais là, en ce moment, on fait des week-ends. Mais il y a des gens D'accord, qui ouais. disent on fait une tournée pour l'album, elle dure 1 an. Et en fait, en 1 an, ils font 50 dates. Tu sais, c'est genre tous les week-ends. Donc, quand D'accord. on dit on est en tournée, c'est qu'on part 10 jours d'affilée et ça, c'est la tournée. Mais si Ok. on part 10 jours et qu'on fait une date la semaine d'après la tournée, c'est plus la tournée. Je sais pas si Ok. c'est très clair. Ça va être comme Ah, ça tout l'interview. Hein, C'était, je préfère te prévenir. On a c'était dormi très clair. 4 heures. Voilà. Donc, enfin, Ta question, elle rejoint ce qu'on a fait hier, parce qu'on a joué hier dans un festival, donc effectivement, on est quand même dans un contexte physique, comme tu viens de le dire. On a un contexte physique de tournée, parce qu'on a dormi peu et qu'on a joué hier soir très tard, et que la fin du festival, il faisait froid, et que voilà, on est dans un contexte de tournée, on a la voix cassée et tout. On est bien dedans quand même. Mais on a pris des douches. Ah ben ça c'est et pas mal déjà. lui, toi, tu dis que c'est un luxe, les douches en tournée. Et en fait, Ouais. nous, on a la chance d'avoir ce luxe à disposition très souvent. Parce qu'on dort chez des gens qui ont des salles de bain. Oh, ou- pas vraiment, pas vraiment. Si. Et lui, en fait, il fait le choix, sciemment, de ne pas se laver. Oh là là. Donc, ça va être une douche tous les 4 jours, tu vois. Mais Ah, vu par comme contre, vu comme il transpire en Oh. concert, c'est pas besoin. Exactement, c'est ma théorie. c'est l'auto-douche. En fait, il s'auto-lave avec sa transpiration. C'est la vérité, c'est la vérité. Ah, c'est bien acide, ça passe dans les pores et tout, c'est parfait. On a la chance, on a ce luxe-là de ne pas avoir trop d'odeur corporelle désagréable. Ah, en fait, j'ai l'impression que vous jouez tout le temps en fait. Faux. Bah, moi, j'ai l'impression de jouer tout le temps quand même. Mais ça, c'est Là. selon les groupes qu'on a à côté. Non mais là je parle en plus de Guérilla Poubelle. Voilà, oui, les projets qu'on a à côté font que ça fait une masse de dates importante, je trouve quand même. Avec les boulots la semaine, mais peut-être qu'on en parlera après dans l'interview. Oui, on en parlera un peu plus tard de ça. Mais par contre, en Corse, jamais. Vous avez jamais joué. Mais on nous a jamais invités, je crois. Ouais, c'est le seul endroit que vous avez. Hashtag le clin seul, d'œil. le seul endroit de France où vous avez jamais joué, je pense. Oui, mais t'en as déjà parlé avec Thiel ou pas? Non, parce qu'il y a les dom-toms, on les a pas fait non plus. Mais dans Ah, la oui, liste que Thiel avait faite, effectivement, il manquait que, je crois, Corse et Dom Tom. Ouais, C'est ça. ouais. Je sais pas si t'avais dit Thiel, parce que t'as l'air d'être au courant, mais je crois que c'est que ça. Après, il y a quand même beaucoup de villes et de villages en France dans lesquels on n'a pas joué non plus, si on va par là. On avait Oui. le projet, il y a quelques années, de faire une tournée avec que des villes de moins de 1000 habitants, c'est ça? Que des villages de moins de 1000 habitants pendant 10 jours. Bon alors, je pose cette question à tous mes invités. C'est la question classique. Hein. On part du début, c'est toujours mieux. Comment vous avez découvert le punk? Je dirais, parce que les souvenirs sont un peu flous, je dirais avec Sum 41. J'ai un souvenir de Fat Lip à la télé. Début 2000 alors, c'est ça? Ouais, je saurais pas te dire l'année, mais je crois que c'était 2002. Enfin, je saurais pas te dire l'année. Mais... 2001, je pense, mes amis. Ok, bon. Mm. Et j'étais là, waouh, putain, c'est cool et tout ça. Il y avait le visuel qui jouait évidemment un rôle de ouf parce que tout le monde est méga looké dans le clip et tout ça. Mm. Et la musique, j'étais là, putain, mais c'est génial et tout. Donc je pense que, en fait, ça c'est la deuxième fois que je suis venu au punk. Mm. C'était plutôt milieu fin de collège et je relis ça à la 5e où un pote à moi m'avait filé un disque de Blink et de Alien and Farm gravé. C'était Dew Drench. Et voilà, donc tout ça j'avais kiffé aussi, mais je pense que Sum 41 a été La parce porte qu'il y avait d'entrée. une production peut-être, alors je réalisais pas à l'époque, mais tu sais c'est vachement plus produit que Dew Drench. Ouais. Et donc j'avais waouh, j'étais là ok putain, c'est possible de faire ça aussi. Ça va être à peu près ça, je pense. Eh bien, la porte d'entrée, moi, c'est juste le côté familial, parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille de musiciens, dont un père qui faisait déjà ce qu'on s'apparentait au pré-punk dans les années 70, au début. Donc, en fait, à la maison, j'ai entendu les trucs que j'aimais pas, qui étaient les Cramps, qui étaient les Stooges, j'aimais mieux, mais tu vois, tous ces trucs-là, MC5 et tout, je les ai entendus. Donc, je pense que c'est ça ma porte d'entrée. Donc, les sonorités, je les ai entendues enfant. Et après, je pense en tant que quelqu'un qui est conscient, bon, si on considère que Nirvana, c'est dans le monde du punk rock, je pense que le Nirvana, il m'a happé. J'ai acheté la cassette. Ouais, j'ai acheté la cassette et après comme manteau, en fait, il y a Offspring quand même qui était entre la période Nirvana et la période Sum 41, il y avait Offspring. Ouais, entre les deux, ouais. Et Green Day, ouais. Sur les samples rock sound, il y avait Green Day, il y avait des trucs comme ça. Donc ces trucs-là, ils étaient Satanic Surfers, enfin je sais pas, il y en a plein, mais
Et en fait, Rocksound a fait beaucoup de. Tu as parlé il n'y a pas longtemps avec Olivier. Ouais. Et c'est vrai que Rocksound a fait beaucoup pour l'éducation de ma sœur et moi. Mais moi, Ouais. je trouve que ta question, elle peut être divisée en deux parties. Je dirais la première, c'est quelle est la première fois que tu as été confronté au punk. Donc là, par Ouais. exemple, Paul, c'est les Cramps, etc. Moi, ça aurait été plutôt avec Blink, mon pote qui me file le CD gravé. Mais il y a une question qui est du coup à l'intérieur de celle-là, c'est quand est-ce qu'on a réalisé qu'on voulait faire du punk. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un peu indissociable parce que, en fait, la première fois que j'ai écouté du punk rock, je me suis pas dit c'est ça que je veux faire. Quand j'écoutais Blink, Alien Farm et tous ces trucs-là. Et je pense que c'est en voyant le clip de Sum 41 que je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est un groupe de rock. En fait, alors pas forcément faire des courses de caddie sur des parkings de Walmart Avec des poules. avec des Dans poules Dans des piscines vides. ou dans des skateparks, voilà. Mais je pense que voilà, c'est ça. Et toi, c'est quand? Non, mais c'est bien, c'est bien. Et t'as vu, il a reformulé ta question direct, il a fait ton job direct. Ouais, non, mais. Il nous vole notre travail. En fait, oui, voilà, donc les premières confrontations, c'est les cassettes et CD de la famille, qui sont du punk un peu dégueu que j'aimais pas trop. Et voulu le faire, c'est. Ben, en fait, là, du coup, je crois que ça m'a relié à une question suivante, parce qu'on a eu la chance d'avoir les questions un petit peu avant. Merci, Gut. Ouais, vous avez triché. Et Ouais. l'histoire de est-ce que vous écoutiez Guerre et Poubelle avant, tu vois. Et C'est la avant question de- d'après, ouais. Ok, et ben du coup, je fais un parallèle, tu vois. sans Merci avoir pour la transition. En fait, vous faites tout mon de- boulot, quoi. Exactement. Ben, On fera le montage aussi après, si t'inquiète. tu veux aller faire autre chose, tu peux changer de pièce. Euh, nous, on est capable de parler. Non, mais en gros, effectivement, quand j'ai rejoint Guerre Poubelle, j'étais pas trop dans le punk, moi, en fait. Et Ok. en fait, avoir envie de faire du punk, en traînant avec des copains-copines parisiens qui faisaient ça. Moi, je jouais de la batterie avec eux ou quoi, mais en fait, avoir envie de le faire, moi, c'est pas ce qui sort de moi quand je fais de la musique. Voilà, ce qui sort quand je prends une guitare ou que je prends une batterie, je suis pas typé punk comme musicien. Je vous le dis quand même. Voilà. Ok. Ah bon, j'avais jamais remarqué par contre. Quel enfoiré. Voilà, désolé, mais je vais devoir citer la scène Deftones, tout ça, et ces trucs-là. Moi, je viens de là. Je viens de Deftones, Muse, Linkin Park, etc. Donc, c'est pas punk, en fait. Voilà. Tu le sais, Gut, maintenant. Mais t'as toujours eu un pied dans tout le reste. Et oui, non, le punk est là, mais c'est pas ce que je crée quand je prends un instrument de musique. Je te le dis Ben, direct. Gut. ouais, mais je comprends. Ouais, non, mais je comprends. Ok, il n'y a pas de souci. Il te le Par dit contre- direct par contre. Ok. Par contre, je trouve que tu es un pur batteur de punk, dans le style et tout. Compliment. Oh. Ah, Bah, hier bah, soir, j'ai bien écoute- joué. Il y a des soirs où vraiment je suis pas fier de moi, mais hier soir, c'était bien. C'était très chaud. Non, ben, c'est pas pour faire de la lèche, les gars, mais c'est la vérité, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Les gars, alors, et donc, toi, Anto, enfin, non, c'est quoi la question? Alors, Guerre et Poubelle. Ouais, moi j'écoutais avant, ouais. J'écoutais avant, j'étais allé les voir en 2005 ou 6 à Montpellier. Donc voilà, j'ai toujours suivi d'assez près ce qui se faisait. Et même au niveau de Guerilla Asso, etc. Ouais. Et j'avais un groupe à l'époque entre 2006 et 10, je dirais, qui s'appelait Pretty Johnny. Et on a sorti du coup un album sur Guerilla Asso, je pense que c'était en 2008, si je dis pas de bêtises. Avec Johnny, bougez pas. Voilà, et on a joué avec Guerilla, en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'était en 2008, à la TAF à Montpellier. Voilà, on s'est bien entendu, et puis on s'est recroisés plusieurs fois. Et puis, À la caméra. ouais, ça c'est le deuxième album, c'est celui qui est absolument pas sorti sur Guerilla Asso, puisqu'on l'a sorti D'accord. nous-mêmes. Voilà. Des très bons titres. T'en dis le plus fort? Ouais, c'est vraiment des super mecs et pourquoi il y a deux CD dedans? Je sais pas pourquoi il y a deux CD, mec. Attends une seconde, Attends, Gus. parce qu'on va peut-être découvrir un Vas-y, CD qui sera vas-y. mieux que le premier. Ah, Helmet, tu vois? Helmet. Donc toi, tu connais Helmet, Gut, par contre. C'est bien rangé, hein. Tu Ouais, connais Helmet, Gut. Oui, oui. Bah voilà, donc tu vois, c'est bien rangé, oui, exact. Merci. Attends, et ben, j'ai une anecdote sur Guerilla de marrante. Attends, j'arrive. Ok, Vas-y, on va vas-y. poser le CD. Et non, bah voilà, bah c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Thiel et en fait le batteur à l'époque donc qui a suivi après Axel s'appelait Alex et lui jouait dans Leptic Ficus, groupe que tu dois Ouais, probablement je connais. connaître. Ouais. Ouais, et on avait joué nous avec Leptic Ficus avec mon tout premier groupe, donc c'était même avant Pretty Johnny. Et donc moi je connaissais déjà Alex. En fait, avant de faire partie de Guerilla, j'ai joué dans un groupe avec Alex qui s'appelait les Razors Électriques. Entre Ok. 2008 et 2000, je pense que j'ai quitté le groupe en 2012, je crois. Et enfin voilà, donc du coup, on s'est croisé quand même pas mal de fois avec Thiel, notamment sur des concerts et tout ça. Anecdote super marrante de Paul.
Étant justement, comme je te l'expliquais, pas dans la scène punk, moi, jusqu'à 2007, j'étais vraiment pas dans la scène punk. Et quand j'avais entendu Demain il pleut, effectivement, je suis tombé dessus, je sais pas comment, sur YouTube, parce que je pense que les algorithmes existaient déjà, peut-être, je sais pas. Non, peut-être que je regardais aussi des trucs dans ce style quand même. Moi, je trouvais ça dégueu aussi. Pareil, c'est un peu comme, tu vois, quand ma soeur mettait les Cramps ou mon père il mettait Dylan, certains trucs de Bob Dylan. Quand j'ai écouté Demain il pleut, je me suis dit, ah putain, la voix quand même, c'est sérieux ou il rigole un peu, je sais pas. Aucun effort. Comme quand on écoute certains trucs, je sais pas, on peut certaines chansons des Salmages ou quoi dire, c'est marrant, à côté second degré sans me moquer, mais je me suis dit, Guerre à Poubelle, c'est un peu chum quand même. Donc la première fois, moi je me souviens très bien, j'étais en tournée avec mon ancien groupe, j'ai eu plein d'anciens groupes qui s'appelaient Bérésina, c'était un peu chanson française bien gainée avec des grosses guitares, et en fait on tournait avec Bérésina et tout simplement le bassiste de mon groupe était en coloc avec le batteur de Guerre à Poubelle, Axel, le touffu là qui est dans le DVD et tout là. Ouais, je vois. Eux s'appelaient souvent, s'envoyaient des textos, et nous on faisait des week-ends de tournée et on avait des news de Guerre à Poubelle par mon bassiste, Raph. Et donc c'était, voilà, moi je trouvais ça vraiment pas, j'étais pas fan du tout de Guerre à Poubelle, je trouvais ça un peu nul. Et après en fait, non mais c'est vrai, j'aimais pas en fait tout simplement. Mais pas en fait, encore aujourd'hui, tu peux l'avouer. Bon, gut, bon voilà. Tu m'as percé à jour. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, vous me dites, vous, un Gut et Anto, mais ça a changé de gueule aussi, Guerre à Poubelle, entre Demain il pleut et 2011, juste avant que j'entre dans le groupe. Ça a changé de gueule. Pour moi, les chansons comme Pas de bonne raison, elles n'existaient pas. Elles pouvaient pas exister dans le premier album. Oui, il y a forcément une évolution. Oui. Voilà, exactement. Donc, c'est devenu un peu plus musclé, un peu plus gras. Et donc, et surtout, j'ai rencontré les gens, tu vois. Vers 2009, 2009-10, j'ai rencontré Ethel dans des concerts. Et quand tu rencontres les gens et que ça te plaît de plus en plus, oui, après, la proposition, c'est accepté. Mais moi, en fait, Guerre à Poubelle, j'ai beaucoup écouté le premier album et le deuxième, c'est Punk égal Existentialisme, c'est ça le second. Oui. À cette époque-là, j'écoutais beaucoup. Après, j'ai un peu lâché. Quand il sortait un nouvel album, j'écoutais, mais je le faisais pas beaucoup tourner. Et en fait, c'est il y a quelques années, quand je vous ai vu en live pour la première fois, j'avais vraiment pris une belle claque en live. Franchement, les gars, ça se voit que vous jouez beaucoup. Et ça m'a redonné envie d'écouter. Et en fait, c'est vraiment moi, pour moi, vous êtes un groupe de live. C'est-à-dire que. Les disques sont foireux. Non. On peut l'interpréter comme. Bon, les disques, par contre, c'est inéquitable, mais en concert, c'est tolérable. Si les chansons sont pourries, le concert, il est pourri. Donc, il faut que les chansons soient bonnes aussi à la base. Non, mais ça m'a. Pardon, je te rappelle, comme ça on situe. À Nice, on avait joué 3-4 morceaux avec mon ancien groupe. Alterax. C'est ça, ouais, Alterax, ouais. Okay. Donc je me dis, putain, franchement, ça envoie pas mal. Et ça m'a redonné envie d'écouter. J'ai refait tourner les CD. Et j'ai redécouvert les derniers parce que j'avais jamais encore écouté L'Ennui, tout ça, j'avais pas écouté. Et franchement, oui, là je me suis remis dedans, c'est vraiment cool. Et oui, je pense que tu as raison, je préfère les derniers albums que les premiers. Pourtant, tu as beaucoup écouté le premier, c'est marrant. Pourtant, j'ai d'il y a 20 ans. Pourtant, j'ai beaucoup écouté les premiers. Ouais. Bon, j'aime toujours les premiers, mais je trouve les morceaux plus solides sur les derniers. Est-ce qu'on attaque les questions sérieuses? Ouais, moi j'ai jamais. On n'a pas esquissé un seul sourire de On est très très sérieux. Ouais. Vous êtes trop sérieux là. Vous êtes trop sérieux, les gars. Alors, vas-y, lance ta question et pendant ce temps, je fais une illustration intéressante comme j'ai fait il y a 5 minutes là. Vas-y, il est juste à côté, hein, donc il entendra. Ah, ok, il entend. Alors, donc, le pont de Passer l'arme à droite, la rythmique de la chute ou encore le riff de l'équipe Z sont très influencés Green Day, je trouve. Guerre à Poubelle a toujours su garder une vraie place pour la mélodie, parfois carrément pop, même avec un son très frontal. Dans votre manière de composer, la mélodie est-elle un point de départ ou c'est plutôt le texte et l'énergie brute qui guident tout le reste? En gros, quelle place a la mélodie quand vous composez? Je dirais que c'est... Parce qu'en fait, souvent, il arrive avec un riff, puis on construit la chanson comme ça en répète, quoi. Je crois pas qu'il ait de mélodie, de ligne de chant, en fait, quand il amène des riffs à vérifier avec lui, ça, je suis pas sûr. De temps en temps. Peut-être que de temps en temps, il a des trucs. Mais en fait, souvent, lui, il a des textes d'un côté, on a les instrus qu'on a composés en répète, et il essaye de faire matcher les deux. Donc il a les textes en premier. Non, c'est pas nécessairement en premier, non, parce que c'est même... en fait, il a plein de bouts de texte, il a plein d'idées, de notes, etc. Ouais. Et une fois qu'il a, on va dire, 2 couplets, un refrain, quoi, il va essayer de les caler sur une instru qu'on a composée en répète. D'accord. Ouais. Et donc, des fois, ça lui est déjà arrivé on avait genre plusieurs instrus, et puis il essaie un texte sur une instru. En fait, ça marche pas, hop, il change, il la met sur une autre chanson, sur une autre instru. Donc, tout ça pour dire que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mélodies, de voix, etc., qui soient directement intégrées au processus de composition. C'est quelque chose qu'il fait plutôt sur le tard au niveau de l'enregistrement. Il les arrange après, quoi.
Ouais, Exactement, tout est imbriqué après, et comme il dit, donc 90% de ce qu'il dit, et un contre-exemple qui est, il arrive et il fait directement un couplet guitare-voix, tu vois, comme une chanson finie ou juste les musiciens, sur cet album-là. T'as vu, on illustre, Gut. Ouais. Merci. Bon élève, c'est bien la première fois que je suis bon élève. Eh bien, il y a une chanson qui s'appelle Seul au pluriel, ça c'est le genre de truc qu'il a apporté, tout était fait. J'ai une chanson, limite, voilà, chanson française, quoi. Il te la joue, ah bah ok, voilà. Alors qu'en général, c'est juste, on fait des riffs, on joue, on imbrique des riffs, et après, hop, il a sur un dictaphone, il a les trucs, et chez lui, il essaie de poser les paroles. Sur l'ennui, par exemple, Hop là. il y a, c'est laquelle il a fait pareil aussi, comment elle s'appelle? Casse du siècle, la 7. Ouais, d'accord. J'avais oublié. Il est arrivé, il avait 90% de l'instru, quoi, de la musique. Voilà. Mais exceptions, quoi. voilà. Mais principalement en composant. Donc ça part pas d'une mélodie en fait. Non, la mélodie de chant, vraiment, c'est un peu le truc qui met à la fin, quoi. Ok. Et puis c'est marrant quand tu parles de mélodie. Alors moi, on doit le dire, hein, avec Anto, on donne des cours de guitare depuis quelques années. Donc on fait ça toute la journée. Enfin, moi plus en temps. Moi peu. Mais... En temps, un peu moins plus, mais on fait beaucoup de travail de guitare. En fait, on travaille la guitare. En fait. Et donc je pense que il n'a pas la réflexion du côté mélodique des chansons. C'est-à-dire que c'est ce qui sort de lui quand il joue la guitare et c'est ce qui sort de sa bouche quand il fait genre dessus. Mais il se dit pas, il va faire un truc un peu majeur, un peu ouvert. Je pense pas qu'il pense à ces trucs-là. Il calcule pas comme ça. Ouais. Non, il en a rien à foutre. Ouais. Au feeling. Oui, exactement. Il y a un autre album aussi qu'on a sorti juste avant l'ennui, qui s'appelle La Nausée, n'importe quoi. Parce que je les ai apportés, Gut, c'est pour ça. J'ai apporté toute la collecte. Ouais, en fait, j'ai des albums de Guy Poubelle, moi c'est bizarre. Hein. Et donc tu parlais de Green Day tout à l'heure, je suis pas sûr que les rythmiques soient directement inspirés de Green Day. Je pense en termes de rythmique, on peut trouver plein de similitudes dans tous les groupes de punk. Voilà, en fait, là c'est peut-être des coïncidences. Moi quand je l'écoute, je me dis, franchement, sur la chute, il y a une espèce de pont à la basse. Je sais pas si tu vois. Ça, pour moi, c'est pas la chute, ça. C'est pas la chute, le ting 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 ting. C'est sur Inferno, ouais. La chute, c'est le pont. Ah non, c'est passer l'arme à droite. C'est pas passer l'arme à droite. Oui, c'est l'arme à droite, exact. Oui, voilà. Oui, t'as raison. Ouais. En fait, voilà. Mais ça, moi, je trouve que ça me renvoie de suite à Green Day. Alors, je sais pas si c'était volontaire ou pas, ou alors c'est juste moi qui interprète comme ça, mais oui, il y a des même le riff. Est-ce que j'en ai parlé? Ouais, le riff de l'équipe Z, pour moi, c'est du Green Day. Ah ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais en fait, tu chantes à la Green Day, en fait. Tu le chantes pas comme on le joue. Hein. Ouais. Non, mais en fait, le truc, toi, tu l'as chanté. Non, pardon. Tu l'as chanté comme ça. Et en fait, c'est pas pareil. Ah non, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais les accords, oui, ont été utilisés par à peu près tous les groupes, je pense. Ah non, je parle pas des suites d'accords, je parle vraiment Enfin bon, après, voilà, okay. c'est totalement dans ma tête aussi. Hein. Sinon, si je dis pas de bêtises, tous les deux, vous écrivez aussi à côté sur vos autres projets. Oui. Tout à fait. Vous écrivez des textes. Donc, est-ce qu'il vous... Hein? Lui plus. Moi, j'ai plus de cours, lui, il écrit plus de mots dans ses textes. Plus de paragraphes. Et ça vous arrive de coécrire un peu avec Thiel ou alors d'arranger des trucs, tout ça, ou pas du tout? Jamais. Un petit mot ou deux par-ci par-là. Ouais, c'est ça. Des fois, on lui fait des suggestions de « Ah, tiens, là, on pourrait utiliser ce mot-là. » Mais en fait, il faut aussi... je pense qu'on a peu de... comment dire? On a chacun notre façon d'écrire des textes. Ouais. Et moi, je pense que si je commençais à vouloir faire des modifs sur des textes de Thiel... Ça ressemblerait plus à Green Poubelle. Ouais, c'est ça. Donc, et puis, en fait, les textes qu'il écrit sont très bien. Enfin, tu vois, pour moi, il n'y a rien besoin de rajouter ou modifier. Donc non, on prend pas du tout part à l'écriture des textes. Ouais. Et sinon, comment vous abordez la construction de vos parties basse-batterie? Vous partez des riffs et de la grille d'accords de Thiel, ou vous intervenez aussi sur la structure des morceaux dès le début? Oui. Dès le début. Voilà, dès le début. En fait, il nous montre, en général, c'est 3 accords. Hein. Ouais, même 2 parfois. Parfois que 2. Et puis, en fait, il y a un truc aussi, c'est vu qu'on a beaucoup joué ensemble et tout, on se connaît quand même bien. Oui, vous connaissez par cœur. Il y a un truc qui va quand même assez vite. Donc, Thiel nous montre ses accords, clac, ok, à un tempo déjà un peu prédéfini, quoi. Et donc, vas-y, fais tourner un tout pas. Et puis moi, je fais mes 3 notes à la basse. Moi, j'ai toujours dit tout cas, hein. Pas tout pas. Oui, c'est vrai, pas, c'est. Il y a un côté moelleux. Oui, alors que K, c'est ring shot. Une caisse claire, c'est pas moelleux. Non.
Voilà, c'est bien Non, fort. moi, je dis tout ta, parce que c'est un T partout. Tu vois, je suis. Ah, Oui, il y a aussi ça encore, s'ils font ça. Ouais. ça, c'est très corse comme façon de. Ouais, ouais. Voilà, donc ouais, ça se fait assez vite, assez naturellement. Mais bon, c'est pas. On réfléchit peu. Je pense que Guerre à la poubelle, c'est pas une musique à laquelle tu vas réfléchir beaucoup. Je pense, c'est les 2 albums qu'on a fait sous ce line-up là. On les a composés en 5 jours et on les a enregistrés aussi. Bah, de toute façon, aussi longtemps. ça s'entend que c'est spontané, de toute façon. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc on passe pas des heures à se dire alors attends, est-ce que là on ferait pas un renversement? Est-ce que là on Très ferait pas rapidement. Hmm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je le dis le doigt en l'air, hein, Gut. Hein. Ça veut dire que c'est sérieux. Exactement. Oublie pas que je suis prof, hein, Gut, donc n'oublie pas que je donne des cours toute la journée. Ça va, pas de souci. Pas de souci. L'autorité est là. Ah, pardon, excuse-moi, juste sur le côté. Vas-y. Merci, tu me passes le micro, s'il te plaît. Je crois qu'ils ont fait un truc avec Maladroit, donc tu as eu Olivier en plus, c'est marrant. Ouais. Je crois qu'ils faisaient un truc où ils essayaient une chanson, un riff, 2-3 accords, et ils se donnaient genre 5 minutes. Et si au bout de 5 minutes, ils n'ont pas eu couplet-refrain, et ils sont pas tous contents, ils le jettent et ils recommencent à zéro. Ah, d'accord. On n'est pas à ce point-là guérilla parce que c'est peut-être un peu plus réfléchi. Je sais pas, peut-être qu'Anto et moi on pousse un peu plus à la réflexion, mais c'est ce genre de réflexion là, tu vois. Il y a plein de musiciens qui, enfin moi tout le reste en gros avec qui je joue, et ils fonctionnent pas du tout comme ça, tu vois. Moi je suis capable de ressortir des riffs que j'ai écrits, tu vois, en 2013 en me disant il était quand même bien ce truc, je vais le réécouter sur mon vieil ordi, je le reprends, je m'accorde un peu différemment, tu vois. On fera jamais ça dans Guérilla. Jamais. Voilà. D'accord. Et justement, vous disiez que vous connaissez par cœur, donc vous jouez beaucoup ensemble, c'est normal, mais est-ce que vous répétez encore ou plus la peine? Bah, de temps en temps, mais ils répètent souvent sans moi parce que moi j'habite à Montpellier. Ouais. Et par exemple, quand on joue pas pendant un mois, là c'était le cas, la date qu'on a fait hier, on n'avait pas joué depuis un mois quoi, à peu près. Donc en fait, ils ont répété sans moi le jeudi matin, je crois. On partait vendredi, jeudi matin, ils ont répété à 2. Ils le font de temps en temps, ça? Voilà, quand il y a eu des grosses pauses, et pour nous, un mois, c'est une grosse pause. Mais sinon, des répètes à 3, on en fait assez peu quand même. Ça rejoint le truc d'aller vite et de pas réfléchir. On va vraiment pas passer pour des débiles. Hein. Oh là là, les répètes, c'est 50 minutes. Hein. On réserve 2 heures, mais là, la dernière fois, on a pris 1 heure de studio sur les 2 heures qu'on a réservées. Ouais, d'accord. Vous faites tourner la setlist une fois et puis voilà. Exactement. La setlist une fois en enlevant les chansons qu'on connaît par cœur, mais on les connaît toutes par cœur, donc en enlevant des trucs qu'on n'a pas envie de jouer. Et ouais, c'est tout quoi. Ouais, t'inquiète pas, on paye pas 1 heure pour rien. Hein. On a un plan studio génial, mais donc on part souvent en avance. Mais les studios, en fait, c'est marrant parce que je reviens juste sur l'enregistrement de ces disques-là. Une fois, je sais plus si c'était La Nausée dans le sud de la France, on avait enregistré en Ariège avec Mathieu Zuzek de Lame Shot. Et on avait, je sais pas, 18 instrus, tu vois, 18 instrus en stock pour en mettre 14-15 sur le disque. Et on s'était dit, bah, je sais pas, on allait les faire en 5 jours, tu vois. Et je pense que le 2e jour au soir, on avait quasiment fini on avait fait 9 par jour, tu vois, un truc comme ça, 9 instrus par jour parce qu'on fait 4 prises et puis dans les 4 prises, il y en a une bonne. Donc, comme on joue en live et que les 3 instruments sont pris en même temps. Vous enregistrez en live? Ouais, tout en live, tout. Donc ça a été très très vite une fois. Je sais plus combien on avait mis, mais on avait pris 6 jours de studio pour le disque et puis on a fini le 5e ou je sais pas quoi. Tu vois, ça va très vite. Alors, prochaine question. Vas-y, fais péter. Allez, on fait péter. Donc vous êtes la formation la plus stable et la plus longue de Guérilla Poubelle, si je dis pas de bêtises. Oui, tu as raison. Après pas mal de changements de line-up sur les 10 premières années, quand on rejoint un groupe aussi bien installé, qui tourne déjà depuis autant de temps, quelle place on a pour apporter sa propre patte? Je dirais que non, mais c'est ça. En fait, je dirais qu'il y a deux trucs. Il faut se l'approprier. Il faut faut se faire sa place. Mais aussi, moi, quand je suis rentré dans le groupe, par exemple, Till et Paul étaient m'ont fait immédiatement me sentir à ma place, quoi. Je veux dire, c'était pas, il y avait un truc. Bon, ça faisait déjà, ça faisait quoi? Ça faisait 1 an ou 2 qu'il était déjà Paul, c'est ça, quand tu es arrivé? Ouais, c'est ça. Ça faisait genre 1 an et demi peut-être ou 1 an et demi. Et en fait, le truc, c'est moi, je suis rentré aussi un peu petit à petit puisque j'ai remplacé Jamie qui était pas dispo. Sur plein de dates, donc j'ai dû faire peut-être une vingtaine de dates à peu près sans être dans le groupe. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on a acté le fait que je sois dans le groupe. Et donc du coup, la place, elle se prend, pour répondre à ta question, moitié en se l'appropriant et aussi parce que
les deux autres gars du groupe font que voilà. Mais je sais pas toi toi ça s'est passé différemment du coup. Qu'est-ce qui s'est passé différemment? Ton entrée dans le groupe et quand t'es arrivé dans le groupe. Ah bah, par rapport à toi, où effectivement, tu avais déjà des week-ends et des tournées avec nous. Donc, tu avais déjà ta place avant même d'être dedans. Effectivement. Excuse-moi, Paul, tu n'es presque plus dans le cadre, je crois. Oui, j'arrête pas. Est-ce que tu veux que je te parle comme ça? C'est mieux comme ça? Ouais, bon. Non, oui, il y a deux couches dans ta question. Parce que pour moi, il y a une couche où notre personnalité d'instrumentiste, en fait, elle est obligée de se mettre au service du groupe déjà. Ouais. C'est-à-dire que je peux pas, mes plans à la Deftones, désolé, je repars là-dessus, mais non, mais vas-y. Important. C'est très important pour moi. Des plans à Deftones, je peux pas les caler dans Guérilla. Donc en fait, déjà, tu réfrènes tout ça. Donc pour ma part, j'ai réfréné 98% de mon jeu environ. Et ensuite, c'est exprimé. En fait, moi, je pense que c'est instinctif. Lui, il dit que ça fait plaisir d'entendre qu'il avait sa place tout de suite. Moi, quand tu les joues les chansons, de toute façon, c'est toi. Hein. Tu peux pas faire autrement. Tu joues de la batterie, d'un coup, tu fais le set. Il a la gueule de set comme tu le joues toi. T'es pas en train de singer quelque chose. À notre niveau, je pense que peut-être que quand t'as 17 ans, t'essayes de faire comme le batteur de je sais pas qui. Ouais. Je pense que maintenant, juste on joue et puis ça sonne comme nous. Des guérillas, je pense que tu changes de batteur. On le sait très bien. Avec Alex, qui était juste avant moi, qui joue dans Raincheck, ça a une couleur tout à fait différente. Immédiatement, quoi. Il pourrait prendre la batterie pour une chanson et je fais la même chanson, elle ne sonnerait pas pareil du tout. Oui, mais du coup, quand vous êtes arrivé, que vous avez dû apprendre les vieux morceaux, à quel point vous vous êtes appuyé sur ce qui existait déjà et à quel point vous avez modifié pour faire vos trucs? Assez peu quand même, parce que le but c'est pas de dénaturer complètement les chansons, tu vois. Mais je pense que par exemple en live on les joue pas mal plus vite que sur les CD par exemple. Donc il y a des trucs que soit tu fais moins bien parce que t'as pas le temps, soit tu fais différemment parce que c'est plus pratique à cette vitesse-là que Donc soit tu le fais pas du tout parce que les gens ils entendent pas, tu t'en fous. Voilà, c'est ça c'est souvent le cas à la basse, ouais. Souvent les gens ils entendent pas, ce qui me permet du coup une marge de manœuvre assez exceptionnelle pour me tromper. Bon, dans Guérilla on l'entend quand même. Hein. Oui, puis j'aime bien jouer fort. Mais non, mais puis en plus on est que 3, donc c'est sûr qu'il y a pas, on se marche pas trop dessus au niveau du. Tu as plus de place. Hein. Je sais plus ce que je disais. Je suis extrêmement fatigué, j'ai pas assez dormi. Je te demandais juste à quel point tu te réappropriais les lignes de basse où tu jouais les mêmes. Et... Voilà, non, je joue à peu près les mêmes. Le seul truc que j'ai modifié, c'est que je pense que j'ai pas enlevé grand chose, voire j'ai rien enlevé des lignes originales. Par contre, j'ai rajouté des trucs. D'accord. Parce que j'aime bien. C'est un défaut que j'ai, mais j'aime bien en foutre un peu partout, tout le temps. Donc des fois, j'essaie de le faire de façon un peu discrète pour pas que ça se remarque trop. Des fois, ça se remarque, hein, voilà. Mais voilà, maintenant, il faut quand même coller aux chansons, essayer de faire en sorte que les gens ils les reconnaissent. Parce que si on joue des chansons qui sont censées connaître mais qui reconnaissent pas, il y a quand même un problème. Et puis en même temps, il faut se faire plaisir, tu vois. Donc moi, j'aime bien me faire des petits kiffs et hop. Je réalise un truc marrant là. On a jamais. Vas-y. T'imagines, Oula, comment ça, j'en mets partout? Ouais, ah oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Non mais attends. J'ai pas entendu, il a pas parlé dans le micro. Ah oui, pardon, je vois. Je disais Paul faisait un peu pareil, il rajoutait des breaks et des trucs. Mais non, mais alors, c'est marrant parce que j'allais aborder un sujet qu'on n'a jamais dit en pensant qu'on pensait la même chose et on pense l'inverse. C'est génial. Là, on vit un moment de télé super intéressant, là. Hein. Incroyable. Ça sera dans le zapping. Hein. En fait, tu connais Gut, le zapping, tu te rappelles? Oui, quand même. Oui. Putain, non, je sais pas, on se connaît pas bien. Et en fait, moi, j'aurais juré en écoutant le jeu d'Alex et le jeu d'Axel et le jeu de Cham à l'époque, qui était pas très expérimenté, mais qui en mettait partout, j'aurais juré que moi, je faisais un truc plus simple. Mais mec, t'as craqué 2000. Redis ce que t'as dit, redis ce que t'as dit. J'ai dit que t'as craqué complètement. Super sympa. En fait j'ai cru que... En fait, j'ai cru que j'allais dire un truc, donc j'ai cru que j'allais être d'accord, hein, donc il est pas d'accord, mais lui, je me rapproche de la caméra, ça veut dire que c'est sérieux. Mais en fait, tiens, le petit doigt, le doigt. En fait, je suis trop proche, c'est horrible. J'ai cru que lui, il compliquait et que heureusement que moi, je faisais un truc un petit peu plus simple et plus intelligible et que du coup, ça allait et qu'heureusement que tous les deux, on n'en foutait pas partout. Apparemment. Non, et d'ailleurs, pour se rendre compte, c'est très simple, il suffit d'écouter la version originale de n'importe quelle chanson qu'on joue en live et sa version live pour comprendre que le batteur il fait pas du tout. Alors attends, tu as dit deux fois version live. Suffit d'écouter la version live et comparer avec la studio, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Excuse-moi, je t'ai dit pas assez de soirée. Mais oui, en gros, 4 heures de nuit. Parce que
toi, tu rajoutes plein de. Tu sais, des cymbales et tout ça. Si, je te jure, mec. Et rien que le refrain de Être une femme, ça, c'est l'exemple le plus parlant que j'ai là. Le refrain d'Être une femme, t'écoutes la version CD et la version de Paul, rien à voir. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Drop the mic. Pardon. De toute façon, les couplets, c'est pas que des roulements, cette chanson? Bah si, justement, très bon exemple. Les couplets, c'est que des roulements de caisse claire, et Paul, il va faire petit coup de tom, tu vois, petit coup de Charlie, petit coup de ride. Voilà, ça y est pas sur les disques. Voilà. Ouais. Mais après, monsieur simplifie. Oui. Oui. Ouais, voyons. Je vais faire un petit rhum parce que là, je me sens pas bien là. Vas-y, serre-toi à bord, t'inquiète. Next question. Alors, next question, c'était depuis que vous êtes dans le groupe, donc, est-ce que votre jeu a changé? Est-ce que le fait de jouer dans Guérilla, ça a fait évoluer votre jeu? Donc, je pense surtout à toi, Paul, parce que tu me disais que le punk, tu t'en foutais. Est-ce que ça a enrichi ta manière d'appréhender la batterie? Et la chance, j'ai fait un petit peu de punk avant Guérilla, j'ai eu de la chance parce que ça m'a un petit peu introduit à ce truc-là. Donc j'ai pu le jouer, mais en fait, je pense que 4 ans avant d'être dans Guérilla, j'étais incapable de faire un set de Guérilla. Donc oui, ça m'a énormément appris. Oui, j'ai appris à jouer ce style. Que je galère, hein, mais oui, ça m'a énormément appris. C'est très formateur et comme on fait beaucoup de dates, tu te le prends dans plein de conditions, dans plein de sons différents, dans plein d'atmosphères. Donc j'ai vraiment appris beaucoup à tourner. Oui, puis en fait, comme tu dis, comme disait mon collègue juste à l'instant, mon comparse, en fait, on a fait beaucoup de dates et en fait, quand tu fais beaucoup de concerts, tu passes beaucoup de temps sur ton instrument parce que mine de rien, un concert c'est 1 heure en général, enfin, un concert de guérilla. Donc en fait, ça veut dire que déjà, si on fait 90 dates par an, on va passer 90 heures sur notre instrument. Alors à jouer des chansons de guérilla, certes, mais du coup, on va pouvoir les appréhender, on va les bouffer. Donc on va aussi les ressortir un peu à notre façon. Et je pense qu'on a dû faire 800 concerts sous cette formation. Ouais. Bon, quand tu fais 800 concerts, c'est sûr que ça t'apprend des trucs. Donc oui, je pense qu'on a tous les deux progressé. Alors, Thiel, moins, bizarrement. Il a beaucoup régressé, Thiel. Hein. C'est ça, je ne lui ai pas encore parlé. Je lui en ai pas encore parlé, mais il faut qu'on en parle. Je lui ai envoyé un mail. Il oublie les paroles maintenant. Il joue pas avec le pupitre et le cahier. Ouais, il y a de ça. Bon, il oublie les accords aussi. Il est capable d'oublier les accords. Tout est. Par contre, question organisation de tournée, heure de départ, fabrication de merch. Il se trompe jamais là-dessus. Il oublie pas. Non. Jamais. Imparable. Non, ça, on a tous nos failles. Mais on a progressé. On a tous nos failles. Thiel, c'est la guitare et la voix. Ce qui, après, c'est vrai que pour un guitariste chanteur, après, bon, c'est. Non, on rigole. Ah, c'est marrant ce que tu dis. En vrai, on en a parlé la semaine dernière en tournée. On a fait des dates avec mon père qui est guitariste de rock, hein, tout simplement. Et lui, il dit, c'est marrant, tu vas comprendre tout de suite ça. Alors j'espère qu'il va être d'accord parce que il a décidé de me contredire visiblement aujourd'hui. C'est les 4 heures de sommeil, il va me dire après l'interview. En fait, mon père, il dit l'inverse. Quand il est sur la route, on vient de faire 3 dates avec mon père il y a 2-3 semaines, et j'en ai fait une la semaine dernière aussi. Il dit qu'il a l'impression de pas taffer l'instrument et de perdre au bout de 3 jours. Il dit putain, parce que quand il est chez lui, mais tu sais, mon père il est particulier. Mon père, quand il est chez lui, il est capable de jouer de 9h du mat à 17h. Tu vois, et il joue tout le temps, tu vois, il met son métronome, il fait une nouvelle chanson, il la maquette. Donc quand il est en tournée, comme dit Anto, en fait, il joue que à 20h. Et tout le reste de la journée, on est dans le monospace ou chez Burger King. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, et puis, en fait, vous allez jouer la même chose, donc vous n'allez pas explorer autre chose. Exactement. Ouais. Donc, mon père, il fait les 3 jours et on arrive le dimanche en Belgique, il fait c'est marrant, moi, quand je suis avec vous en groupe, là, j'ai l'impression de perdre en guitare. Donc, tu vois, le mécanisme est différent. Mais en fait, je rebondis sur ce que tu disais, tu joues toujours la même chose, c'est vrai, mais je pense que ça, c'est aussi un peu nécessaire quand tu fais quelle activité. De pas toujours quand tu fais du sport, je pense que t'essayes pas toujours de repousser tes limites. Et des fois tu fais ce que tu sais faire et puis voilà. Et en musique, je pense que c'est pareil, il faut un peu de constance, il faut évidemment de la curiosité, mais tu vois la pratique constante, je pense que ça fait partie du processus pour progresser, même si tu progresses lentement ou juste même stagner en fait. Mais je pense que si on compare les chansons il y a 10 ans quand on a commencé à les jouer ensemble et aujourd'hui, je pense qu'on verra. Enfin, il y a pas beaucoup. Oui, il y a sûrement une énorme différence. Hein, bien sûr. Et je pense justement, elle est assez fine, elle est assez subtile et
y a plein de gens qui capteraient peut-être pas le truc, mais je pense que nous, on le capterait parce qu'on est la tête dedans et que. Bah après, le piège aussi, c'est que tu peux te reposer sur tes acquis. Mais bon, dans Guerilla, il n'y a pas trop il y a pas trop J'ai aucun acquis, moi. il y a pas trop de volonté de performance, tu sais, donc en fait, on se repose ou pas sur les acquis, peu importe, on fait ce qu'on fait de la façon. Ce que vous aimez faire, quoi. Tout ça, ça marche, voilà. Mais d'un point de vue plus général, je pense qu'on a progressé à nos instruments, enfin en tout cas j'espère. Alors, Thiel a toujours affirmé que Guerilla Poubelle ne serait jamais un projet pro au sens où personne ne touche de salaire et tout est réinvesti dans le groupe. Déjà, est-ce que c'est toujours le cas ? Il y a eu un tout petit changement récent du fait des exigences professionnelles de la vie de chacun, parce que comme tu le sais, on a tous des boulots. Bah ouais, Donc Guerilla Poubelle n'est pas notre métier. C'est évidemment pas du tout notre source de revenus. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est que je peux parler de toi vite fait ou tu veux parler de toi ? Comme Anto devient intermittent là, depuis très peu, de temps en temps, on se fait un petit cachet par-ci, un petit cachet par-là pour l'aider à faire les dates qu'il doit faire dans l'année, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il travaille évidemment 90% du temps ailleurs que Guerilla Poubelle pour gagner sa croûte et nous aussi. Voilà. Enfin, nous, c'est même pas. On compte pas là-dessus, quoi. Thiel et moi. C'est vrai. Non, mais ça change rien au groupe. Et c'était une question que j'ai mis sur la table parce que effectivement, moi j'ai passé énormément de temps à ne faire que des concerts avec mes groupes de façon bénévole. J'ai fait des années à faire 150 concerts par an et être au RSA et voilà. Et puis au bout d'un moment, les choses de la vie font que on a besoin d'un peu plus d'argent pour vivre que 600 €. Bah oui, tu m'étonnes. Après, vas-y, excuse-moi, je croyais que non, c'est pas très intéressant, mais du coup, voilà, effectivement, je me suis tourné vers l'intermittence. Et donc, ça changerait à notre façon de faire le groupe, etc. Alors, je vais lire la question, ça va être plus simple. Avec les années, vous êtes construit un réseau, vous avez tourné à l'étranger, vous sortez vos albums sur Guerilla Asso, vous gérez la distribution. Donc, vous avez une liberté artistique totale. Est-ce que le choix de ne pas vivre de Guerilla vous semble toujours aussi pertinent aujourd'hui ? Oui, parce que, comme disait Paul, on a tous des métiers. Et je pense que de se dire on quitte nos tafs pour ne vivre que de Guerilla, ça serait très bizarre en fait. Déjà, il y a ce truc de... alors en fait, c'est pas le cas, c'est là où c'est quand même drôle, mais si on se disait bon, bah là, vas-y, on se prend 2 ans et puis on fait une pause de Guerilla parce qu'on a envie de se consacrer à d'autres projets, etc., on pourrait le faire plus facilement. Si Guerilla était notre gagne-pain, on pourrait pas le faire. Et puis en fait, ça... Je pense que ça a toujours été comme ça, donc ça serait bizarre de changer du tout au tout notre rapport au groupe et notre façon de faire, notre façon de fonctionner, d'avoir un rapport financier qui prenne le dessus, qui est quand même assez particulier. Tu peux faire ce que tu veux. Dès qu'il y a l'argent qui arrive, ça change, c'est obligé. Bah oui, c'est sûr, ça va forcément impacter les décisions du groupe et la vie du groupe au quotidien en fait, donc c'est pas du tout séduisant comme il disait, en fait rien n'a changé. Qu'on se prenne 100 balles en janvier, 100 balles en mars et 100 balles en juin, en fait ça n'a rien changé du tout à Guerilla Poubelle. Les cachets à 3 000 €, ils les avaient déjà en 2004, en 2010, en 2018, hier, je sais pas, hier, j'ai aucune idée, et les cachets à 150 € dans un petit bar au fin fond de la Belgique, je dirais, j'ai un exemple en tête, mais bon, je vais pas non plus citer des noms. On le fait encore, tu vois, on a que 200 €, mais c'est comme ça, bah oui, on va rouler 4 heures, on prend 200 €, alors qu'on pourrait dire, bah non, 800, tu vois, mais en fait, non, ça n'a rien à changer. Voilà. Alors, on arrive bientôt à la fin, il ne reste plus que les questions en vrac. Ben justement, on parlait tout à l'heure de vos projets à côté, qu'est-ce que vous avez quoi comme projet à côté ? Illustrateur. Waouh. Voilà, avec le nom, c'est quand même plus pratique. La faiblesse. Voilà, ça c'est mon petit bébé. C'est un nouveau groupe que j'ai créé en 2021. Voilà. Ok. Bébé. Bah moi j'ai Mauvaise Pioche, c'est mon projet. Ça c'est un projet solo, c'est ça, Ouais. Okay. Projet solo que je fais chez moi dans ma petite pièce où j'ai mon petit studio d'enregistrement. Et voilà, qui a commencé il y a une dizaine d'années à peu près. Et j'enregistre régulièrement des trucs. Donc là, je sors un vinyle cet été. Là, il y a une tournée fin août, début septembre. Et du coup, tu joues tout seul ? Et non, là, alors la plupart des dates que je fais, en général, je suis tout seul.
Mais une fois de temps en temps, on se fait une tournée en vrai groupe, en full band, comme disent les anglophones. Et donc, pour cette tournée-là, en fin août, début septembre, il y aura Paul, ici présent, à la deuxième guitare. Il y aura Esteban, avec qui Paul joue dans Paul Pechnard et dans Avalanche. Et il n'y a pas d'autres projets avec Esteban? Il y en a eu plein, mais là, actuellement, il n'y a que ces deux-là. Mais non, on va pas vous embêter avec ça. Hein. Voilà, donc Avalanche et Paul Pechnard. Et quoi d'autre? Et donc après, il y a notre ami Théo de Rouen, qui fait de la batterie dans Faints et dans Panic, qui sera à la batterie. Donc voilà. Et j'ai sorti un clip il y a une semaine. Voilà. Ouais, j'ai vu passer ça, ouais. Il faut aller le voir. C'est vraiment mauvais, hein. Mais t'as le droit d'avoir cet avis. T'as vraiment le droit d'avoir cet avis. En vrai, je l'ai pas encore écouté. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Allez, à tout à l'heure. Alors, quel morceau? Il veut illustrer. Ah, il veut illustrer, pardon. Fais voir le micro. Anto disait qu'on va tourner avec Mauvaise Pioche. On va faire un truc full band. Avec le batteur de Faints qui ont sorti ce EP là, qui déchire. Okay. Une espèce de, moi je dis le turnstile français. Voilà. Bon, j'aime pas trop Turnstile, mince. N'écoute pas Faint alors. Voilà, faut pas écouter ça. Et voilà, je parle de mon père beaucoup. On fait des disques avec mon père depuis 2007-2008. Okay. Voilà, enfin, on en faisait déjà avant, mais pas des albums sortis sérieux comme ça. On faisait plein d'enregistrements, mais voilà. Donc ça, c'est un de ses derniers albums. Et il parlait du groupe Navarro là. Non, j'ai pas parlé de Navarro, mais c'est une très bonne idée. Et ben, ça s'appelle Navarro. Et ce qui est marrant, c'est que donc ça, c'est le premier EP Navarro. Et Anto vient de faire la deuxième guitare pour le premier album qui sort l'année prochaine. Donc on a enregistré une partie de l'album, on va enregistrer la seconde partie dans quelques mois. Donc Anto est deuxième guitariste de Navarro sur le prochain disque. Et Panic, c'est l'autre groupe de la chanteuse de Navarro et du batteur Théo qui joue dans Faints et dans Mauvaise Pioche cette année. Voilà, quelques disques qui travaillent. Ouais, vous êtes occupé quand même, non? Ouais. Paul, il arrête pas quoi. Paul, il fait des concerts tous les week-ends. Voilà, et quand on parlait tout à l'heure vite fait des autres trucs punk un peu qui auraient pu m'éduquer là-dedans, avant d'être dans Guérilla, je jouais dans Stigmate, qui est un groupe parisien, voilà, un peu cracra, mais chansons françaises punk. Et donc ça m'avait un peu mis dans le punk et dans tour. Et le chanteur, c'était pas aussi le guitariste de Diego Palavas? Si, exactement. C'est ça, David Stigmate, exactement. David, c'est ça. Okay. Voilà. Donc Stigmate, moi j'ai joué 14 ans là-dedans, quasiment 14 ans. Et donc ça m'a vraiment mis dans le truc, voilà, squat, tournée, bar en carrelage, ça m'a bien éduqué là-dedans. Voilà, Stigmate, et je sais pas pourquoi je disais ça, mais je pense qu'il y avait un truc, non, je sais pas, excusez-moi, je me suis perdu dans ma réflexion. Non, on parlait de vos différents projets. Voilà. Et maintenant je joue depuis un an dans les Soucoupes Violentes, qui sont un groupe des années 80. Ah oui, mais... Voilà. Tu sais comment je sais que ce groupe existe? Par les vents passent. Non, pas du tout. En fait, quand je jouais dans mon ancien groupe qui s'appelle No Futal, et quand on cherchait le nom au début, on avait mis plein d'idées. Dedans, il y avait les Soucoupes Violentes. On trouvait ça rigolo. Et en fait, à chaque fois qu'on trouvait un truc intéressant, on regardait si ça existait. Et c'est comme ça que j'ai vu que ça existait. Quel morceau de Guérilla Poubelle vous aimez le plus jouer et lequel vous redoutez le plus de faire en live? Alors moi, j'adore tout ce qui est lent. Mais tu vois, non mais pas beaucoup du coup alors. Je passe vraiment pour un teubé dans votre interview de merde là. Ouais, alors moi j'aime bien les Deftones et j'aime bien jouer lent. Ok. Ah, t'imagines l'image que tu me fais, Gut? Parce que en Corse, moi j'arrive, je suis tricard là, hein. C'est fini. Hein. Oh là là. Bon, mais non, mais j'aime bien tout ce qui est mid-tempo. Pou, cla, pou, cla. La chute. Tu parlais de la chute. Moi j'aime bien jouer la chute, un peu à la Justine là. Ouais. J'aime bien jouer ça. Après, tu me demandes de jouer sur le trottoir, les trucs un peu plus rapides. Marc, c'est l'histoire sur le trottoir, les chansons plus rapides, je les redoute parce que la technique, je l'ai acquise tard. J'ai pas acquise quand j'avais 15 ans, tu vois, donc je l'ai pas dans vraiment, c'est pas ma culture. Mais voilà, en gros, grosso modo, c'est ça mes appréhensions concernant le set live. Donc c'est les morceaux rapides. Lui, il a peur des morceaux rapides, ouais. Tu appréhendes 80% des morceaux que tu joues dans le concert. Non, parce que une chanson comme Carcassonne, ça c'est bon, ça tourne, il y a pas de problème. D'accord. Mais c'est dès que ça va vraiment vite. Là, je sais que mon cerveau est pris à 99,9%, et comme le dit si bien Anto, normalement il faut de la réserve quand on est sur scène. Il faut pour pas se tromper, il faut avoir un peu de réserve. Bon, il y a des moments du set de Guérilla, quand je suis à 101%, je sens que je suis dans le rouge, quoi. Quand tu parles de 100%, 99% que tu es fatigué,
La voix de Thiel en live, il la tient pendant combien de concerts d'affilée? En fait, il se casse jamais la voix. Il a une espèce Technique? de. Non, il a une. Comment on appelle ça? Une capacité vocale, un organe en fait, qui est. Il a eu du bol sur ce coup-là et en fait, il a une voix qui est. Déjà qui est très perçante. Ça, c'est un truc qui est ouf chez Thiel. C'est que si tu parles avec lui dans un environnement ultra bruyant, mais même s'il est genre à 1 mètre, tu l'entendras quand même. Il a une. Les fréquences de sa voix, elles sont très désagréables. Très désagréables. Et on dirait donc un klaxon de tracteur. un petit peu, voilà. Non, il se casse jamais la voix, c'est impressionnant. Même, c'est arrivé quelques fois dans les 10-11 dernières années qu'il tombe malade ou qu'il est, tu vois. Ben, en fait, il fait le concert et il y a absolument aucune différence. Et puis même après le concert, il peut quand même parler normalement. Enfin, moi, si je commence à avoir un petit peu gorge qui gratte un peu ou quoi, je fais un concert, après j'ai plus de voix pendant 3 jours. Moi, à chaque fois que je vois une vidéo ou que je vois une vidéo live ou quoi, je me dis mais comment? Je suis sûr qu'il peut pas tenir 4 concerts d'affilée comme ça, c'est pas possible. Non, mais il a une technique après. Non, mais tu dis 4 concerts. Moi, une fois, on est parti en Amérique du Nord en 2018 et on a fait 5 semaines de tournée. On avait fait 5 semaines. Donc 5 semaines, c'est beaucoup de concerts parce qu'on n'a pas arrêté. Il y a juste un moment où on a pris un avion pour aller de Montréal à Vancouver et c'est tout en fait. Et on a fait genre 15 dates canadiennes et 23 dates Vous avez tout enchaîné, tu vois. Et en faisant la fête comme je peux le dire, voilà, je balance. Une fois, il a bu de l'alcool une fois. Tu vois, toi aussi, ça te fait quelque chose. Ouais. Non, mais tu vois, à boire, la climatisation à fond aux États-Unis, l'été, on était en été dans la veille de la mort, il faisait 50 degrés quasiment. Il faisait entre 45 et 50, je sais plus combien. Donc, la journée, 50 degrés, clim à 15 degrés, crier, boire des pintes fraîches jusqu'à 6 heures du mat. Alors, le camion qu'on avait n'avait pas de clim. Faut imaginer un petit peu être dans le désert du Nevada sans clim. Ça paraît un peu truc de riche, mais c'est vrai que c'était un peu hard parce que pas de clim. Et tout qui s'effrite. Ah, alors le truc qui s'effrite, j'ai dans ma bagnole aussi, donc là c'est un truc vraiment qui me tient à cœur. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, juste 10 minutes. Vous connaissez les tissus qui sont sur les toits des voitures? Quand la voiture est très vieille et que tout est sec, le tissu commence à tomber sur la tête, comme ça. Et sous ce tissu, si tu as le malheur de l'arracher, ce que j'ai fait dans mon espace, eh bien, toute la mousse soi-disant collée, mousse collante, isolante, qui est sous le tissu, se désagrège dans les yeux, dans les nez, dans les bouches, les voies respiratoires. Ah, je suis presque sûr que ça peut donner le cancer. Hein. Et donc, le van qu'on avait sans clim, désert du Nevada, il avait ce tissu pas enlevé, mais qui faisait des vagues énormes très vite quand on accélérait. Et les vagues rendaient des nuages de mousse. Et donc, on avait les nuages de mousse, 47 degrés, pas de clim. On était tous torse nu avec un galon d'eau sur les genoux. Et il s'est fumé dans le camion aussi. Hein. Et plus le concert le soir, la clim. Et donc, ça, pendant 5 semaines, j'avoue, il s'est pas cassé la voix une fois. Et en fait, je en voulais beaucoup de pas se péter la voix. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Force de la nature à ce niveau-là. Paul, par exemple, il a la voix cassée maintenant depuis une dizaine d'années, tout le temps. Il peut plus faire de voix aiguë. Impossible. Très bel exemple. Très bel exemple. Vous avez vu? Ah bah oui, mais ça fait marrer lui. Moi je fais des albums, hein, monsieur. Galère, hein. Si tu l'exploites bien, ça peut être un style. Hein. Ouais, t'as écouté La Faiblesse ou pas encore? Ouais, on fait un groupe ensemble? On fait un groupe, Gut? Je suis chanteur lead, évidemment. Ok, le mec, il a pas de voix, il veut jouer lent et il aime Deftones. Ok. Voilà, bienvenue dans Guerrier Poubelle. Alors, avant-dernière question. Est-ce que vous avez découvert des groupes récents? Pas des vieux groupes, des groupes récents? Ouais, de ouf. Une des dernières découvertes que j'ai fait, ça remonte quand même à 2-3 mois. Ouais. Un groupe ils sont, que je dise pas de bêtises, pays nordiques, je crois qu'ils sont du Danemark. À vérifier. Non, ils sont norvégiens. Ah, tu vas pas dire mon truc, parce que moi je vais dire mon truc après. Hein. C'est quoi ton truc? Moi c'est les Danois à Copenhague, mais je dirai après. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas les mêmes, je pense. C'est même sûr. Et ça s'appelle Death by Unga Bunga. Je répète que le nom est un peu bizarre, mais Death, comme la mort, by Unga Bunga. Voilà, donc c'est des Norvégiens, si je dis pas de bêtises, et ça défonce. Pur plan de guitare, pure mélodie, pure vidéo et tout. Enfin, c'est les mecs. C'est du punk? Ça s'apparente à du punk rock, oui. Death by Unga Bunga. Voilà, je te recommande vivement ça pourrait se rapprocher un peu de
parfois des Hives ou de Bad Nerves, ou tu vois ce genre d'esthétique un peu je punk, vois, ouais. un peu garage, voilà, avec des sons de guitare un peu particuliers et tout, mais c'est super. À toi, Paul. Eh ben, effectivement, je vais m'efforcer de rester dans le contexte punk parce que moi, j'écoute beaucoup de rap, malheureusement. Ça y est, je l'ai dit. Ah, je croyais que tu allais nous proposer un groupe de bossa nova. Je vais dire, En cours de batterie, je peux faire ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que je me suis dit qu'on n'avait pas parlé de rap, mais c'est sorti. J'écoute beaucoup de rap, donc là, je vais pas en parler. En rock, je vous en ai parlé dans le camion hier. On a joué avec un groupe à Bruxelles il y a un mois qui s'appelle The Movement, qui viennent de Copenhague, au Danemark, et je me suis pris une tarte et j'ai écouté leur dernier disque sorti il y a 4-5 ans là, et j'adore, j'écoute tout le temps, et c'est super bien. C'est rock'n'roll dans le bon sens du terme. Donc tu as dit, ça s'appelait comment? The Movement. The Movement. Ouais, ils sont sur un label allemand qui sort aussi des trucs français. Je sais pas si vous dire, mais ouais, mais en fait, c'est ce que dire. Bon, voilà. Mais donc, The Movement, ils tournent. Donc, je suis presque un peu triste de ne pas les avoir vus avant parce qu'ils tournent depuis 2004-5. En fait, ça fait 20 ans que ça tourne. C'est un vieux groupe. Ok. Thiel, il les connaît depuis 2006. Il les a déjà fait jouer sur Paris. Il les a accueillis. Et moi, je découvre ça en 2025. Mais putain, j'ai adoré. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez parler d'un truc qu'on n'a pas évoqué dans cette entrevue? Alors, les tocs en tournée. Bah non, mais c'est vrai. Tu veux qu'on en parle? Bah oui, on va vraiment en parler en fait. Ah, ok. Alors. Bon, on s'est rendu compte il y a pas longtemps, il y a genre quoi, un mois, tu disais toi, mais c'est peut-être même moins que ça. Bon. Ouais, un mois. On s'est rendu compte, donc il y a un mois, qu'on avait en fait les mêmes tocs de. Putain, mais c'est absurde de parler de ça. T'as voulu, mais non, il faut. En fait, on est un peu, on peut avoir des côtés un petit peu maniaques au niveau de l'hygiène. Alors pas au niveau des douches pour Paul, parce que comme on a dit tout à l'heure, ils en prennent une tous les 4 jours. Mais... Il s'auto-lave. Ok. Mais ça reste quelqu'un de propre. Et en fait, on a capté que tous les deux, dès qu'on est dans le métro ou là pour sortir de l'immeuble, en fait, on veut rien toucher avec nos doigts. Donc, le regard ahuri de Gut. Non, en fait, vous savez pourquoi? J'ai un regard ahuri parce que non, moi aussi, je peux être tatillon sur l'hygiène. Donc, je vais pas vous jeter la pierre. Par contre, comment vous faites en tournée? Des fois, vous devez tomber dans des endroits pas très propres. Ouais, non, mais après aussi, il y a le psychologique qui joue. Hein. Donc, si on arrive à se convaincre que si on reste dans notre duvet comme ça, tout droit, et qu'on touche pas ce qu'il y a autour, ça restera propre, on arrive à se convaincre. D'accord, ok. Mais là, en fait, ce qui est drôle, c'est vraiment à Paris, quand on sort de chez Paul, par exemple, ou quand on va prendre le métro, etc. Ouais. On ne touche rien avec nos doigts, avec nos pulpes de doigts. Empreinte digitale, que dalle. Tout va passer ici. C'est important de le voir. Voilà, c'est là. D'accord. Ici, ok. tout ça et éventuellement aussi tout ça. Voilà. Et donc on pousse. Raconte l'erreur. J'allais venir. Il y a un problème. J'allais venir. Vas-y. C'est là où c'est problématique, c'est qu'en fait, on oublie à un moment donné qu'on a touché plein de trucs dégueulasses avec ces parties-là. Et des fois, on veut se gratter les yeux. Et donc, du coup, on se dit par la tête, bah non, je vais pas me gratter les yeux comme ça. Donc, on se gratte avec la partie qui a touché les barres de métro, les portes du métro, les portiques, tout. Voilà. Et après, on est dégoûté. On était là, tous les microbes dans les yeux. Voilà. Non, mais franchement, je comprends. Tu vois, par exemple, moi, quand je vais dans les toilettes publiques, je lève la cuvette avec mes chaussures et j'ouvre la poignée avec mon coude. Ouais, ben voilà, mais pareil. Mais nous, on fait ça pour même les objets chez nous. Voilà. Par exemple, quand je coupe une banane ou quand je fais des pâtes, je touche pas avec mes doigts. Coude. La casserole bouillante tout à l'heure. Coude. Hop. Ça demande un peu de technique, mais vraiment, après, on n'a plus besoin de se laver les mains. Non, mais t'as compris, Gut. Voilà j'ai compris. Ce que tu décris, nous, on le vit avec chaque objet. Je sais même pas comment conclure cette entrevue, les gars. Est-ce qu'on a assez parlé de Guerrier à Poubelle pour toi? Ah oui, largement, bien sûr. Tu sors pas un disque bientôt, toi? Putain, incroyable, il me lance sur une promo, lui. Le groupe La Faiblesse, où soi-disant, il s'est moqué de ma voix, hein, parce que vous avez entendu tout à l'heure, hein, quand il a dit, vous l'avez pas entendu dans La Faiblesse. En fait, ça voulait dire que ce que je faisais, c'était nul. Ouais. Il me l'a dit, mais déguisé, toujours déguisé. De toute façon, il est toujours déguisé. Regardez comment il est habillé. Donc, alors que moi, je me suis fait beau pour l'interview. Regardez. Regardez. Super short avec des poires. Il dit que je fais un groupe de merde qui s'appelle La Faiblesse, où j'ai une voix de merde, ou avec une voix de merde. Et donc, on a fait un 3e album. On a fait le premier en 2022, ensuite 2023. Et là, on a fait en 2024 un album qui va sortir, je sais pas. On fait une tournée en décembre. On fait 9 dates en décembre. Donc, je pense qu'il sortira en novembre. Et voilà, je sais pas, c'est ça que tu voulais que je dise? D'accord. Puisque vous parlez de nouvel album de Guerrier à Poubelle, c'est pas prévu?
T'as posé la question hier dans le camion, je te laisse parler du moment où t'as posé la question. Je pense qu'on doit vous la poser tout le temps, celle-là, non? Non, ben là, on est tranquillement hein, sur un rythme de concert, plus que de répète pour composer. Donc, il n'y a pas d'enregistrement prévu. Ça va arriver, ça va arriver. Pas dans 6 mois, mais... Donc vous jouez même pas de nouveaux morceaux en live, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien qui est... Non. Mais ce qui est marrant, c'est que comme on disait qu'en studio, on allait vite, en fait, si on reprenait les quelques chutes des derniers sessions studio, je suis sûr qu'on peut retrouver facilement 2-3 titres, tu vois, des trucs... C'est sûr que si vous composez un album en 5 jours, ça va aller vite. Ouais. Mais je pense que déjà, sur des sessions qu'on a fait dernièrement, je pense qu'on a déjà 2-3 titres... Non, en fait, là, si ça se trouve, après cette interview, dans 15 jours, il y a un nouvel album. Hein. À tout moment, ça, on n'est pas à l'abri. Hein. Voilà. Et moi, je sors, du coup, je l'ai déjà dit, mais je vais redire, le 9 août. La jambe. Ah ben attends, j'allais bien. Ouais, non. Donc, c'est dégueulasse. Comme on disait. Je vais mettre cette image en miniature. Ah ouais, hyper vendeur. Non. Bonne idée. Voilà, et donc moi, Vinyle Mauvaise Pioche, le 9 août, sortie officielle sur les plateformes. Et vinyle dispo dans la foulée et à la tournée qui va suivre. Ok, c'est parfait. Et la tournée, on l'a fait avec The Slow Death, donc je sais pas si t'en as parlé. On n'a pas parlé de Ouais, ça. Slow Death, groupe américain. Groupe américain dans lequel Paul, parfois, il fait la guitare. Ah putain, j'ai raté le micro plein de fois. Il y a un groupe de Minneapolis qui s'appelle The Slow Death, effectivement, qui sont venus déjà récemment pas mal en Europe et j'ai eu la chance de faire la guitare pour eux sur 2 tournées européennes, 2022-23 je pense, ou 22-24. Et là, ils reviennent avec Mauvaise Pioche pour faire 11 dates sur la tournée de 12 dates. La première commence à Orléans avec Mauvaise Pioche seul et puis ils débarquent le deuxième jour. Je sais pas comment on va se débrouiller pour répéter d'ailleurs, mais bon, ils comprennent pas, de toute façon ils sont américains. C'est pas grave. Même s'ils regardent l'interview, ils comprendront pas. Le lendemain, on joue à Namur. Oh là là, Orléans-Namur, tu vois Gut un peu le trajet Orléans-Namur? Non. Et ben c'est 5 heures. 5 bonnes heures avec un passage par Paris, peut-être une répète à 10 heures du mat avec les Américains qui seront déjà sous. Oh là là, ils sont toujours sous ces mecs. Putain, là ils comprennent pas, donc là je me lâche. Parce que si je dis en anglais, you're drunk all the time, là ils comprendraient, tu vois. Si je le disais, mais je le dis pas. Ils sont fans de Bruce Springsteen, très rock, très accord ouvert, très fat avec un batteur qui tape très fort. Slow Death, Mauvaise Pioche du 28 août au 8 septembre sur la route France-Belgique-Suisse. Merci d'avoir accepté. Avec les phalanges. Avec les moignons, avec les moignons. Ouais, et Gut, merci beaucoup de nous avoir invités à discuter. C'était vraiment très agréable. Carrément. Merci à vous les gars. On a réussi à le faire, c'était cool. Ouais, salut tout le monde. Pas une main, ça fait. Écoutez bien de la musique. Et pas les Deftones. Ciao. Oh là là.